Make Sense, c'est une association qui se définit aussi comme une communauté qui existe depuis une dizaine d'années et qui accompagne une grande diversité d'acteurs pour résoudre des enjeux sociaux et environnementaux actuels et impulser le changement. Donc, parmi les typologies d'acteurs qu'on accompagne, il y a premièrement des citoyens qui ont envie de s'engager. Donc, pour vous donner un exemple, pendant le confinement a été créé un programme qui s'appelle Réaction et qui avait pour but de mener des actions concrètes pour des personnes qui étaient particulièrement touchées par la crise sanitaire, notamment les soignants, les agriculteurs, les personnes en situation de grande précarité ou encore les seniors isolés. Donc ça, c'est un exemple de programme qui est mis en place, mais il y en a plein d'autres à tout moment et sur plein de sujets différents pour les gens qui ont envie de s'engager sur une cause utile et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. On accompagne bien entendu les entrepreneurs sociaux qui veulent monter leur projet à impact. Donc on a un incubateur dans nos locaux de Make Sense à Paris, mais il y a aussi plein de programmes d'incubation à travers le monde. Donc je vais peut-être en oublier, mais au Mexique, au Pérou, au Sénégal, aux Philippines et au Liban notamment. Donc pour vous donner un ou deux exemples, il y a un programme qui s'appelle Sprint et qui est en fait un accompagnement de 6 semaines pour prototyper son projet Impact. On a aussi des programmes un peu plus longs comme Test and Learn qui accompagnent des promos d'entrepreneurs pendant 6 mois qui veulent avoir un impact positif en utilisant les nouvelles technologies. Et on a aussi plein de ressources comme une plateforme qui s'appelle Spot et qui est vraiment une plateforme qui est dédiée aux entrepreneurs sociaux et qui leur apporte plein de ressources en fonction de leurs besoins, de la maturité de leur projet, etc. Et la troisième cible qu'on accompagne, c'est les grandes entreprises qui veulent faire changer un petit peu leur modèle d'entreprise. Par exemple, récemment, on a collaboré avec la société de construction Vinci à travers un programme qui s'appelle EcoWork et qui visait à accompagner les collaborateurs pour mettre de l'éco-conception dans leurs projets. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples de ce que fait Make Sense. C'est pas exhaustif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs qui ont envie d'impulser le changement, de les outiller et aussi de les mettre en relation pour démultiplier l'impact. Et donc, moi, là, aujourd'hui, je suis là dans le cadre de la Social Cup, qui est un programme qui est donc co-porté par Make Sense, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui a pour but de sensibiliser un large public de 18 à 30 ans sur les questions de l'entrepreneuriat social et pour ceux qui le souhaitent, peut-être certains d'entre vous qui écoutent aujourd'hui, de les accompagner dans la création de leur projet à impact. Donc je détaille un petit peu. La Social Cup, c'est un programme qui dure 6 mois, qui se déploie dans toute la France et qui est divisé en 3 briques. La première brique, c'est une brique de sensibilisation où en fait, l'équipe de la Social Cup, comme je le fais aujourd'hui, va sillonner un petit peu la France pour aller parler d'entrepreneuriat social sur plein de formats différents pour aller à la découverte de ce que c'est et pour des personnes qui auraient déjà des notions de monter en compétences sur l'entrepreneuriat social. Donc ça, c'est au mois d'octobre et de novembre. Ensuite, on a une phase de créaton qui se déroule au mois de janvier, sur les samedis du mois de janvier. En fait, ce sont des journées d'intelligence collective pour monter des projets à impact ou rejoindre des projets à impact. Et donc là, c'est ouvert à tout le monde, toujours dans cette cible d'âge de 18-30 ans, que ce soit des porteurs de projets qui ont déjà un petit peu une réflexion et qui veulent donner un coup de pouce à leur projet, que ce soit des gens qui ont envie de se lancer mais qui manquent de compétences, de guides, etc., qui ont besoin de conseils pour sauter le pas. Et ça concerne aussi des gens qui n'ont pas forcément vocation à long terme à s'engager professionnellement sur cette voie, mais qui sont curieux et qui ont envie d'en apprendre davantage. Donc c'est organisé dans les 12 villes sur lesquelles se déploie la Social Cup. Et c'est au mois de janvier, et c'est bien entendu gratuit, comme tout le reste de notre programmation d'ailleurs. Et enfin, parallèlement à ça, on lance un appel à projet qui est ouvert aux 18-30 ans qui souhaitent se lancer dans leur projet Impact. Donc c'est un appel à projet auquel Maxime avait répondu, c'était l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, voilà. Donc il pourra peut-être vous en parler 2 minutes. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner justement ces jeunes porteurs de projets. Donc pour les finalistes, il y a 1 mois d'accompagnement de Make Sense d'une part et de KissKissBankBank d'autre part. Il y a des récompenses financières et c'est aussi de la visibilité pour les finalistes. Et donc il y a notamment une
une formation au crowdfunding, puisque les récompenses financières sont dédiées à être réinvesties dans une campagne de financement participatif. Et donc voilà, il y a cet appel à projet ouvert dans les 12 territoires sur lesquels on est. Il y a un finaliste par territoire, et donc 12 finalistes qui sont invités à participer à une grande battle finale à Paris, où donc les finalistes viennent de s'affronter lors d'une battle de pitch. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc juste, on peut passer... Ah oui, pardon, c'est nous qui... voilà, donc ce sont les 12 territoires sur lesquels on fait la Social Cup, où donc s'organisent des actions de sensibilisation et des créatons. La battle finale se déroulant à Paris. Et cette année aussi, situation sanitaire oblige, on fait pas mal de choses en distanciel. Donc si vous ne faites pas partie de ces 12 territoires, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui, vous pouvez aussi nous rejoindre sur des formats en ligne si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez des questions sur le programme ou sur Make Sense, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Et du coup, je passe la parole à Joséphine. Oui, bonjour à tous, je suis Joséphine Largy, je suis chef de projet RSE chez Réseau Alliance, donc l'association qui porte le World Forum. Et moi, je vais vous parler du parcours futur entrepreneur responsable ou jeune entrepreneur responsable. Donc pas jeune en parlant de l'âge, mais en parlant de nouvelles structures. Enfin, c'est à destination des nouvelles structures ou même des structures qui ne sont pas encore nées juridiquement. C'est un parcours qui est né il y a 5 ans à peu près. C'est né d'un constat que de plus en plus de gens se lancent dans un projet entrepreneurial et finalement rencontrent des difficultés et doutes durant la réalisation de ce projet. Et grâce à ce parcours, ils ont l'opportunité de lancer leur activité sur un modèle d'affaires qui va être durable et surtout respectueux de l'homme et de son environnement. L'objectif de ce parcours, c'est vraiment d'initier les entrepreneurs aux nouveaux modèles économiques innovants que sont l'innovation sociale et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, afin qu'ils puissent vraiment créer leur projet, enfin mettre au cœur de leur projet une raison d'être qui puisse contribuer aux enjeux du territoire et avoir une logique plus servicielle. En gros, passer d'une logique de production et vente de masse à une logique de vente de la performance d'usage. Et ainsi être des entrepreneurs, on va dire, meilleurs pour le monde. C'est un parcours qui dure 6 mois, qui regroupe une dizaine de projets. On développe donc des ateliers collectifs, mais aussi des rendez-vous individuels. Donc il y a 4 demi-journées d'ateliers collectifs où les porteurs de projets sont regroupés, donc, où ils peuvent échanger entre eux, s'entraider, et 2 rendez-vous vraiment avec Réseau Alliance, où ils peuvent faire part de leurs problématiques et où on est vraiment là pour les guider. Donc, durant les 4 demi-journées où on est en collectif, on va aborder dans chaque demi-journée un sujet précis. La première demi-journée, on va parler de la mission que veulent se donner les entrepreneurs, vraiment de la proposition de valeur. Durant la deuxième, on va parler de l'impact territorial et de ce fait de l'écosystème que va regrouper ce projet. Durant la quatrième, on parle des externalités négatives comme positives, donc des impacts indirects du projet et des coopérations. Et enfin, durant la 4e demi-journée collective, on parle vraiment du modèle d'affaires, donc de comment on va se rémunérer, qu'est-ce qu'on vend, quelle est notre offre. C'est donc un parcours par lequel vraiment les entrepreneurs vont venir challenger leur business model et pouvoir avoir les clés pour lancer leur activité sur
sur un modèle responsable et oui, avoir un impact positif sur leur environnement. Et alors, du coup, le plus important, c'est que les inscriptions sont ouvertes en ce moment, depuis 1 ou 2 semaines, et se terminent le 11 novembre. Vous pouvez voir, je pense, sur vos écrans, que les contacts à... voilà, donc il y a Sophie Le Tartre et moi-même. Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus. Les inscriptions, c'est vraiment pas long, c'est pas très formalisé. Après, nous, on vous appelle pour en savoir plus. Et donc, n'hésitez pas, au pire, on vous guidera. Donc, vous venez prendre contact avec nous si ça vous intéresse. Et à bientôt. Bonjour à tous. Je sais pas si ça marche. Ouais, nickel. Salut. Moi, c'est Maxime, un des 2 cofondateurs de Biodemain. Je sais pas s'il y a les diapos quelque part. Nickel. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai 23 ans et avec mon associé Stéphane, on a créé donc Biodemain il y a de ça 2 ans. Et ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait nous chez Biodemain pour que vous puissiez un peu avoir un contexte. Et l'idée après, c'est de parler avec vous business model, et notamment avec un super outil qui est le Social Business Model Canvas, qu'on va pouvoir vous présenter avec Théo. Du coup, pour revenir un peu sur Biodemain et comment on est arrivé là, je tiens à vous présenter André. André, c'est mon grand-oncle. André, il était agriculteur en Bretagne, et il y a de ça 3 ans, il a voulu passer au bio. Vous me direz, c'est plutôt une bonne chose, passer au bio. Ça a plein d'impacts sociaux, environnementaux qui sont vraiment top, même économiques d'ailleurs. Malheureusement, passer au bio pour un agriculteur, c'est compliqué. Ça représente 2 à 3 ans de ce qu'on appelle la conversion biologique, 2 à 3 ans durant lesquels les agriculteurs doivent cultiver en bio, mais ne sont pas encore labellisés. Ce qui veut dire que pendant 2 à 3 ans, l'agriculteur a toutes les contraintes du bio, mais pas encore le label, donc il vend au même prix de vente qu'avant. Ce qui fait que pour des agriculteurs qui, et ça vous le savez déjà, sont souvent endettés, sont souvent des problèmes financiers, c'est très compliqué en fait de faire une transition vers un modèle plus durable. C'est notamment le problème qu'a eu André. Donc André, il avait un bel élevage de vaches en Bretagne avec toute une ferme céréalière. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé trop endetté au milieu de la conversion. Il n'a pas réussi en fait à faire le passage. Trop de chute de rendement, trop d'investissement, une hausse aussi de la main-d'œuvre. Et en fait, il s'est retrouvé complètement bloqué, beaucoup trop endetté. Et il a dû revendre la ferme familiale. Avec Stéphane, donc un ami d'école, ça a été un peu un choc pour nous de se dire que dans le contexte écologique actuel, et il faut le dire, hein, c'est quand même la merde un peu actuellement, dans le contexte écologique actuel, c'est quand même terrible que des producteurs qui veulent faire le bien se retrouvent dans cette situation-là. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Biodemain, donc la marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. Donc concrètement, nous ce qu'on fait, c'est acheter les produits d'agriculteurs en conversion biologique à un prix équitable, même si leurs produits ne sont pas encore bio, et aller voir le consommateur final en lui expliquant, bah écoute, regarde, ce produit-là, ok, il n'est pas bio, c'est d'ailleurs marqué en grand sur nos produits, ok, c'est pas bio, par contre derrière, c'est un agriculteur qui s'engage, qui fait les choses bien, et qui est en train de passer vers une agriculture plus durable. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on propose. Valoriser les agriculteurs en conversion pour leur assurer un salaire équitable pendant toute cette période compliquée de conversion biologique. Donc nous, on propose un salaire équitable et tout un accompagnement pour les agriculteurs, avec notamment des mises en relation, des formations, des offres personnalisées. Et donc on fait tout un suivi pour ces producteurs. Donc nous, nos produits peuvent être retrouvés en magasin bio. Donc on est présent, nous, dans une trentaine de points de vente dans la région et on vient tout juste de passer au niveau national avec une 40aine de magasins Naturalia qui sont en train d'être ouverts en ce moment-là pendant que je vous parle. Tiens, pour revenir sur le modèle, du coup nous, ce qu'on propose pour les agriculteurs et coopératives, c'est tout d'abord donc une rémunération équitable, des volumes qu'on assure, tout un accompagnement personnalisé pour les producteurs. Ensuite donc on valorise ces produits auprès du consommateur final.
Donc on communique auprès de ce consommateur. Le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est le grand public en général. Et ce qu'on lui propose, c'est d'acheter en fait des bons produits, ce qu'on a produits de bonne qualité, et surtout la promesse d'un impact positif sur l'homme et sur l'environnement. Et pour les distributeurs, donc nos magasins partenaires, ce qu'on propose, c'est une offre qui est différenciante, c'est des produits engagés, et c'est en fait le fait de développer la filière bio en local et donc de sécuriser une offre plus complète. Pour parler un peu impact, parce que malgré tout on est là pour ça, nous on est une entreprise sociale labellisée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc on a beaucoup d'engagements en interne et en externe. Donc déjà dans nos statuts on a une mission sociale qui est bien définie. Nous on a une échelle de salaire qui est très limitée entre le plus haut et le plus bas. Le partage des bénéfices ne se fait pas qu'avec les associés, mais avec toutes les parties prenantes. Donc dès qu'on sort 1 euro de bénéfice, on reverse 1 euro aux agriculteurs, aux consommateurs et aux employés. Donc aujourd'hui, les bénéfices sont très limités pour les actionnaires. Et en termes d'impact purement externe, aujourd'hui, nous on accompagne plus de 30 agriculteurs en conversion biologique et 4 coopératives. On a 200 hectares de terre qui sont passés au bio grâce à nous, donc en 1 an de commercialisation. Et on a donc, bon, les chiffres ne sont pas très à jour, mais on a plus de 100 tonnes aujourd'hui de produits qui ont été valorisés à un prix juste et aidant comme ça les producteurs à passer au bio. Et en termes d'objectifs, vous pouvez les voir en dessous, on compte bien exploser cette année et pour ça, on va accompagner plus d'agriculteurs, plus d'hectares et valoriser plus de produits. Je propose qu'on rediscute après si ça vous intéresse. Et de toute façon, je vous reparlerai de ce que je fais pendant le Social Business Model Canvas. Et au plaisir de vous expliquer un peu plus sur ce qu'on fait. Merci beaucoup. Je vais enlever mon masque. Merci beaucoup Maxime, projet hyper intéressant et hyper inspirant et je ne manquerai pas d'aller acheter tes jus et tes produits chez Naturalia, c'est promis. Du coup effectivement là on va revenir un petit peu plus sur ce qu'est le modèle économique, donc pas de surprise, on va se pencher plus particulièrement sur des modèles économiques, des outils et des méthodes qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat social, même si on va voir qu'il y a souvent des similitudes entre les modèles économiques dans l'entrepreneuriat classique et dans l'entrepreneuriat social, souvent la grande différence résidant dans le fait que l'objectif même d'un projet à impact, d'un projet d'entrepreneuriat social, doit être de répondre à un enjeu social et ou environnemental, comme c'est le cas pour le projet de Maxime. Merci. Donc on s'est donné 3 objectifs en construisant cette séance pour vous. Donc le premier, ça va être de comprendre la notion de modèle économique d'abord d'un point de vue théorique, mais aussi de donner différents exemples de différents types de modèles économiques pour que vous voyez concrètement ce à quoi ça fait référence au-delà de la théorie pure. Le deuxième objectif pour vous, ça va être de comprendre les enjeux de la modélisation économique et du Social Business Model Canvas, comme Maxime vous l'avez expliqué, parce que c'est un outil qui est vraiment crucial en tant que porteur de projet. Donc si vous êtes déjà porteur de projet, vous le connaissez certainement, et si vous êtes un futur porteur de projet ou une future porteuse de projet, ce sera sûrement un outil avec lequel vous allez être amené à travailler. Donc voilà, un outil vraiment central dans la construction du modèle économique. Et dans la troisième partie de notre temps ensemble, on va vous présenter avec Théo des structures à impact qui ont innové sur leur modèle économique pour pouvoir générer encore plus d'impact. Donc voilà, c'est le programme, ça revient à ce que je viens de dire. Donc d'abord parler du modèle économie en théorie et en pratique avec des exemples, puis du Social Business Model Canvas, et enfin l'innovation de certaines structures sur leur modèle économique. Et j'imagine que vous aurez certainement des questions sur ces différents points-là. On prendra, selon le temps qui nous reste, au moins a priori une dizaine de minutes pour répondre aux questions, que ce soit sur le contenu de la séance ou Bio Demain ou la Social Cup. Donc on aura un temps pour répondre à vos questions à la fin. Alors, donc je commence avec la grande question, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique ?
Alors le modèle économique, qu'on appelle aussi business model, c'est un moyen de modéliser le fonctionnement d'une entreprise ou d'un projet en prenant en compte d'une part les entrées d'argent et d'autre part les sorties d'argent, et en ayant une stratégie pour que les rentrées d'argent puissent financer l'activité ou au moins une partie de l'activité. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la manière dont l'entreprise va générer de la rentabilité à partir de son activité. Juste une petite parenthèse, le modèle économique dans l'entrepreneuriat social, il a une brique supplémentaire qui est que, comme dans l'entrepreneuriat classique, il faut réfléchir à quels besoins on répond, pour quelle cible on va créer notre offre, et comment on répond aux besoins et pour quels bénéfices. Et en plus, dans l'entrepreneuriat social, va y avoir la question de quel impact positif on apporte à travers son projet. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans l'entrepreneuriat classique. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Pour revenir sur le modèle économique, c'est vraiment une étape clé lors de la création d'une entreprise ou d'un projet, puisque donc le modèle économique, il doit décrire de manière suffisante les grandes lignes du projet, d'une part pour être compréhensible par vous en tant que porteur de projet, mais aussi par les parties prenantes qui vont graviter autour de vous à la création de votre projet. Donc ça peut être des partenaires, des financeurs, mais aussi bien entendu vos cibles, donc les clients et les bénéficiaires. Mais pour autant, il ne doit pas avoir trop de détails superflus non plus. Enfin, c'est un document de cadre qui doit être clair et facilement identifiable. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir un modèle économique pour pouvoir développer ses activités et son projet sur le long terme et avoir une certaine indépendance financière. Alors, pourquoi pourquoi c'est bien d'avoir un modèle économique viable qui permet d'avoir cette indépendance financière ? Déjà, tout simplement, ça permet de pérenniser le fonctionnement de son organisation, ça tombe un peu sous le sens. Et pour les entrepreneurs sociaux, c'est un moyen de générer de l'impact de manière durable et pérenne. Et le fait d'avoir un modèle économique viable, ça permet aussi d'éviter certains risques, notamment de limiter un petit peu la vulnérabilité face à l'évolution des financements extérieurs. Si on ne dépend pas simplement de subventions ou d'entrées d'argent non régulières, on est beaucoup moins vulnérable, alors que les porteurs du projet qui dépendent seulement d'appels à projets ou de financements non garantis et non renouvelés dans le temps, ils en découle une certaine fragilité. Liée à ça, il y a aussi un épuisement qui peut découler de la recherche de fonds. C'est des processus qui sont très longs, qui peuvent être très chronophages. C'est pas parce qu'on répond à un appel d'offres, qu'on monte un dossier de financement, qu'on répond à un appel à projet, que in fine on va obtenir les financements qu'on a recherchés. Et donc ça, à la longue, ça peut être très fatigant pour un porteur de projet. Et un troisième point qui est très très important, notamment pour un entrepreneur social, c'est que si vous êtes dépendant ou partiellement dépendant, on va dire indépendant, pardon. Si vous êtes indépendant d'un point de vue financier, vous n'êtes pas obligé de faire dépendre votre ambition de financeurs externes. C'est-à-dire que si vous faites vous-même votre propre argent, personne ne peut vous diriger à votre place quel impact doit avoir votre projet et quelle direction doit prendre votre projet. Donc ça sauvegarde un petit peu votre volonté d'impact. Vous n'avez pas une grande firme qui va vouloir que vous fassiez passer des messages un peu par exemple de greenwashing pour redorer sa marque. C'est vraiment vous qui allez être maître et maîtresse de votre projet et vous allez pouvoir beaucoup plus le gérer et le diriger comme vous l'entendez en termes d'impact. Pour résumer, le modèle économique, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est une vue d'ensemble de la structure financière de l'entreprise et de son organisation en interne, c'est-à-dire du modèle qu'elle va suivre pour créer de la richesse et être pérenne. Donc ce modèle économique, et ça on va le voir avec le Social Business Model Canva, il part vraiment d'une réflexion sur absolument toutes les parties prenantes qui rentrent en compte dans la création de valeur par l'entreprise. Donc ça va être les clients, les bénéficiaires, les partenaires, les réseaux de distribution, mais aussi de quelles ressources on a besoin, quels sont nos coûts, quels sont nos revenus, etc. Donc, je ne reviens pas plus en détail dessus puisque Théo et Maxime vont vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Le modèle économique, c'est ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un modèle à tester. En fait, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui va créer son activité, elle va pas forcément tout de suite trouver le modèle économique adéquat du premier coup. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne par test, par itération. Il faut faire des ajustements, etc. pour trouver un modèle économique viable et qui répond à ses objectifs. Donc, c'est pas en un claquement de doigts, c'est vraiment un travail de longue haleine qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois.
À l'inverse, le modèle économique, donc lié à cette idée de modèle à tester, c'est pas un modèle qui est figé dans le temps, puisque en fonction de la direction que va prendre votre projet, si vous voulez mettre sur le marché un nouveau bien ou un nouveau service, si vous avez des nouveaux bénéficiaires, si vous travaillez avec des nouveaux partenaires, ben en fait votre projet il va évoluer et votre modèle économique va évoluer de la même manière. Donc c'est quelque chose qui est un outil qui est vraiment évolutif. Et enfin, le modèle économique, il ne faut pas confondre avec certaines autres notions, comme par exemple le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est un document comptable, où on va retrouver les revenus générés grâce à la vente du bien ou du service qui est proposé, et on retrouve également les charges consommées pour créer le bien ou le service rendu. Et donc en fait, le compte de résultat, il permet d'avoir le résultat net qui montre si l'entreprise a fait un bénéfice ou un déficit. Donc c'est juste en fait une photo des dépenses et des revenus pendant un temps, souvent une année, on parle d'année comptable. Il ne faut pas confondre non plus le modèle économique qu'on appelle aussi business model et le business plan, même si les termes se ressemblent et qui sont très liés. En fait, le business plan, il arrive en amont du business model. C'est un outil, pareil, sous forme de document écrit, où le créateur d'entreprise va formaliser son modèle économique via des prévisions financières et un compte de résultat prévisionnel. Donc en fait, c'est une projection qui va formaliser le modèle économique et qui l'explique en détail, mais donc c'est en fait de la théorie, et le modèle économique tel qu'il va se déployer va être la concrétisation de ce business plan. Donc maintenant, on a parlé pas mal théorie, donc j'espère que ça vous parle déjà, mais pour que ce soit plus concret, je vais vous présenter quelques modèles économiques qu'on retrouve beaucoup ces dernières années. Donc le premier modèle économique dont je voulais vous parler, c'est le modèle de la vente par abonnement. Donc tout simplement vendre un produit ou un service sous forme d'abonnement avec parfois donc une récurrence ça vient donc régulièrement, et parfois avec une durée limitée. C'est quelque chose qu'on connaît de manière, depuis longtemps, de manière traditionnelle, avec les abonnements presse, les abonnements téléphonie, internet, même les abonnements de transport. Donc c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps, mais qui s'est énormément développé ces dernières années, notamment avec le modèle des box. Donc les box, en fait, avec les box, on peut acheter quasiment tout aujourd'hui par abonnement. Donc c'est ces box, par exemple beauté, cuisine, voyage, vin, sport, etc. Enfin, il existe aujourd'hui des box pour quasiment tout produit de grande consommation. Et en fait, ça s'est développé parce qu'il y a des avantages à la fois pour les entreprises qui vont choisir ce modèle économique, mais aussi pour les consommateurs. Donc pour les entreprises, c'est un système où il y a une forte fidélisation des clients, déjà parce qu'il y a un système d'engagement minimum souvent pour garantir un tarif dégressif, et l'abonnement en fait c'est quelque chose qu'on voit sur la durée, donc généralement ça a avoué à être, c'est de la consommation assurée sur une période assez longue. C'est aussi tout simplement d'un point de vue un peu organisationnel et logistique, c'est des revenus récurrents, donc ça permet aux entreprises d'avoir une idée précise de la temporalité de leur rentrée d'argent et une idée précise de leurs revenus. C'est aussi un système qui permet, comme c'est assez prévisible, une régulation de la fabrication et de la distribution. Encore une fois, c'est la même idée qu'en fait, on sait ce qu'on vend, à qui on vend, quelle quantité on vend et quand. Donc, il n'y a pas d'excès de stockage, et ça peut aussi permettre d'automatiser certains process, comme la facturation, par exemple, ou la livraison. Pour les consommateurs, c'est aussi assez attractif, puisque déjà c'est des choses qui simplifient la vie. C'est souvent quelque chose qu'on reçoit chez soi, tout prêt en fait. Ça évite d'aller en magasin pour faire un peu de la prospection. Si on prend l'exemple des box de cuisine, il y a certaines box qui vous donnent le livre de recettes, les ingrédients, et vous n'avez plus rien à faire qu'à cuisiner. Donc c'est quelque chose qui simplifie la vie, et notamment pour des gens qui ont un mode de vie un peu intense. Voilà, c'est des choses qui peuvent être pratiques et appréciables. C'est aussi lié, bien entendu, à un changement de mentalité et de pratique de consommation. On remarque que c'est surtout des personnes de 18-45 ans qui vont souscrire à des abonnements de box, parce que voilà,
Ça permet de tester une large gamme de produits et d'être au courant un petit peu des nouveautés du marché et d'ensuite sélectionner seulement les produits qui nous intéressent le plus. Et c'est de plus en plus des produits qui sont personnalisables selon ses goûts et ses préférences. Donc notamment à la souscription des box, on peut indiquer quelles sont les préférences et recevoir des échantillons en fonction. Et donc ce système d'abonnement, il marche si bien qu'il s'intègre beaucoup dans les nouvelles stratégies marketing de plein d'entreprises. Et on estime qu'en 2019, c'est plus de 600 000 personnes qui sont abonnées à une ou plusieurs box en France. Donc c'est assez considérable, étant donné qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui était très peu répandu. Un deuxième modèle économique dont je voulais vous parler, c'est le modèle de la commission, qui consiste à se faire rémunérer via une commission en tant qu'intermédiaire pour mettre en relation plusieurs personnes ou plusieurs structures pour un service précis. Donc il y a beaucoup de plateformes, notamment de plateformes Internet, qui proposent des services entre particuliers, comme par exemple Too Good To Go, Blablacar ou Vinted. Donc Blablacar se rémunère à chaque course qui est réservée par les covoitureurs. Vinted, qui est une plateforme qui permet de vendre et d'acheter des vêtements, souvent d'occasion entre particuliers. Pareil, il y a une commission qui est prise à chaque vente. Et Too Good To Go, qui est une plateforme qui met en relation des commerçants alimentaires qui veulent vendre leurs invendus et des consommateurs qui peuvent du coup acheter ces invendus-là à prix moins cher. Eux aussi se rémunèrent via le système de la commission. Donc là, c'est pareil, un système qu'on voit de plus en plus et qui est très prisé, notamment avec le développement et le boom de toutes les plateformes Internet. Donc pour les clients, c'est pratique parce que ça optimise la prospection, d'avoir tout sur une même plateforme. Ça permet d'avoir toutes les infos utiles quand on veut conclure une transaction. Et si la plateforme est fiable et bien identifiée, ça génère aussi de la confiance et ça encourage à conclure la transaction parce qu'on sait que derrière, il y a des conditions générales de vente, il y a un service client, un service après-vente en cas de problème. Donc c'est plus pratique pour les clients. Donc c'est pas de l'entrepreneuriat social, mais je pense qu'on a quasiment tous et toutes déjà utilisé Airbnb. C'est beaucoup plus facile de passer par une plateforme comme ça pour réserver un logement que de faire de la prospection sur Internet parce que il y a aussi des retours, des avis utilisateurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est très souvent adopté par les consommateurs et pour les vendeurs, c'est aussi pratique parce que ça leur permet d'avoir une grande visibilité de ce qu'ils proposent et de ce qu'ils vendent. Donc ça nécessite aussi que la plateforme ait un grand nombre d'utilisateurs, sinon ça fonctionne beaucoup moins. Et pour les entreprises qui créent ces modèles qui reposent sur ces modèles économiques de la commission, ça les rémunère à chaque transaction. Donc quand ça fonctionne, ça peut être rapidement extrêmement lucratif. Donc ensuite, un autre modèle économique qu'on retrouve peut-être un petit peu moins dans l'entrepreneuriat social, c'est le modèle de l'imprimante qui consiste à vendre un produit de base à un prix plutôt bas, associé à des produits complémentaires beaucoup plus onéreux. Donc c'est ce qu'on retrouve ça s'appelle modèle de l'imprimante parce qu'on retrouve ça avec l'imprimante et les cartouches qui coûtent super cher. Idem pour par exemple les machines à café qui coûtent pas forcément très cher d'acheter le produit de base, mais en fait le fait de devoir tout le temps racheter des capsules individuelles, ça coûte cher et en plus c'est pas très écolo. Et c'est aussi le modèle économique que choisissent souvent les entreprises low cost. Je pense notamment aux compagnies aériennes qui proposent des sièges à des prix assez bas, mais en fait chaque extra que vous allez vouloir acheter, comme par exemple un bagage en soute ou un repas à bord, va faire grimper la facture très vite. Donc voilà pour un autre exemple de modèle économique. Et enfin, je vais vous parler du modèle freemium qui combine une offre gratuite pour un segment de clients et une offre payante pour un autre segment de clients. L'idée c'est que ce sont les revenus qui sont générés par le service payant qui permettent de proposer le service gratuit. Donc par exemple Skype propose ça, c'est gratuit d'utiliser Skype pour communiquer via Internet sur l'ordinateur et il propose en complément un service premium qui permet d'appeler des fixes et des téléphones partout dans le monde. Et on retrouve ça aussi sur les plateformes de musique, notamment Spotify ou Deezer, qui proposent une offre gratuite pour les utilisateurs qui n'ont pas envie de payer, mais qui du coup doivent se coltiner des publicités tout le temps
Donc voilà. Et en complément, il propose un service premium pour supprimer ces pubs-là. Et donc, eux, leur revenu, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque certes, les abonnements permettent de générer de l'argent et donc de proposer un service gratuit, mais aussi, en l'occurrence, dans le cas de Deezer et Spotify, c'est aussi les revenus publicitaires qui leur permettent de compléter un petit peu ce modèle économique-là. Voilà, du coup, maintenant qu'on a un peu parlé en long, en large et en travers du modèle économique, je vais passer la parole à Théo et puis Maxime pour qu'il vous parle du Social Business Model Canva, cet outil merveilleux. Merci Louise. Du coup, Théo, et ben maintenant qu'on a défini un petit peu ce qu'était le modèle économique, avec Maxime, on va vous présenter un outil qui s'appelle du coup le Social Business Model Canva, ou Canva de modèle d'affaires sociales en français, et qui permet de formaliser concrètement du coup ce modèle économique de façon assez simple, en partant vraiment du besoin qu'on a identifié sur le terrain des bénéficiaires. C'est un outil qui va vraiment permettre d'identifier et de cartographier les éléments clés d'un projet et parfois du coup de retravailler sur certains de ces éléments s'ils sont pas très clairs, notamment lorsque on est en phase de lancement d'un service ou d'un produit. Cet outil, il peut être utilisé aussi bien par les entreprises sociales en phase de création que par celles déjà existantes qui désirent lancer justement un nouveau service ou un nouveau produit. Voilà, donc ça se décline vraiment et ça s'adapte en fonction des besoins de chaque entreprise. Il repose sur plusieurs composantes. Donc, le business model Canva qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, il repose sur 10 critères. Alors, je ne sais pas si Louise peut l'afficher. On va passer en revue du coup les différentes composantes avec Maxime pour mieux comprendre comment il fonctionne, comment on peut l'utiliser. Un Canva bien construit, ça permet vraiment d'assurer la cohérence de toutes ces composantes entre elles et d'avoir derrière une entreprise qui soit claire à présenter et logique. En réalité, du coup, c'est un document de travail qui demande beaucoup de temps pour construire et faire en sorte que tout soit cohérent. Construire un bon modèle économique pour des entreprises, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si au lancement du projet, vous avez encore des cases vides où vous ne savez pas trop quoi mettre dedans. Le Canva, c'est une base solide, mais c'est en passant vraiment à l'action qu'on va pouvoir tester les hypothèses et corriger les erreurs pour avancer et avoir un modèle toujours plus solide. Et le Canva, il est structuré en... Excuse-moi, ouais. J'allais te compléter sur ce coup-là, où justement, comme l'avait dit Louise, et comme tu l'as dit justement, le Canva, il est carrément à modifier, changer, améliorer au fur et à mesure. Pour vous donner une idée, nous, il y a 1 an et demi, on pensait vendre sur les marchés et disrupter le marché de la conversion biologique via les marchés de plein air. Le dimanche matin, samedi matin. Et autant vous dire qu'entre il y a 1 an et demi, aujourd'hui et dans 1 an et demi, ça va carrément évoluer. Et donc, il ne faut vraiment pas vous dire que ce que vous pouvez faire aujourd'hui est forcément la version définitive de ce que vous ferez demain. Et ça, il faut vraiment rester souple et se dire que ça peut toujours évoluer, ça peut toujours être amélioré, il y a toujours des partenaires qui vont arriver, des nouvelles cibles, etc. Et que ça peut vraiment bouger. Voilà, je te redonne la main, Théo. Merci. Exactement, comme tu le dis, c'est aussi la force des entreprises sociales qui reposent dans l'agilité de leurs services. Le Canva, du coup, qu'on a vu rapidement, il est vraiment structuré en 4 parties. Une première partie qui va être sur le besoin de société auquel on veut répondre. Une partie sur l'offre, comment on va la formuler et comment on va l'adresser à nos clients. Et puis, du coup, une partie sur comment on va toucher ses clients, ses bénéficiaires, et comment le service est ensuite distribué. Donc, pour Maxime, tu l'as dit, tu parlais des marchés et maintenant des distributeurs Naturalia, par exemple. Une partie sur comment le projet va se mettre en œuvre, vraiment. Et puis, une partie qui est celle à laquelle on pense tout de suite quand on parle de modèle économique, mais qui n'est pas la totalité du modèle économique, c'est les coûts et revenus. Maxime, je te laisse la main du coup pour
présenter plus en détail ce Canva. Yes, on va y aller. Je sais pas si la technique peut afficher le Canva. Non, on peut pas? Ok, bon a priori 5 secondes, ça va arriver. Du coup déjà là vous voyez le Business Model Canvas. Donc comme vous voyez, comme l'a dit Théo, donc il y a 10 cases, 10 choses à remplir. La différence entre le Social Business Model Canvas et le Business Model Canvas, le BMC plus classique, c'est la case numéro 1, qui est aussi donc la plus importante pour nous, entreprises sociales, parce que c'est vraiment notre raison d'être, c'est pourquoi on fait ça, quels problèmes sociaux, environnementaux on va résoudre et quel est l'impact du coup concrètement qu'on va avoir sur la société et l'environnement. Du coup, pour revenir sur cette première case, on va commencer par là. Ce qu'on va faire, c'est que on vous explique avec Théo globalement ce que représente la case. Je vous donne l'exemple pour Biodemain et on passe ensuite à la suivante. Du coup, la première, donc c'est vraiment quelle est la finalité sociale et environnementale de votre projet, quelle est vraiment donc la problématique que vous voulez résoudre et quel est l'impact donc concret qu'en résolvant cette problématique vous avez sur la société et l'environnement. Je ne sais pas si Théo, tu veux compléter cette partie-là. Non, c'est exactement ça. Nickel. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce besoin sur le terrain et du coup de le faire évoluer aussi au fur et à mesure des retours qu'on va avoir des bénéficiaires et des personnes qui sont impactées par le projet. Nickel. Et du coup, pour revenir sur le Canva, donc nous aujourd'hui, avec Biodemain, donc on va résoudre la problématique de la transition agricole vers un modèle plus durable, en aidant les agriculteurs à passer au bio et à passer vers une agriculture plus durable de manière générale. Donc aujourd'hui, nous on a 3 grands impacts. Des impacts écologiques, donc en passant au bio, il y a une plus grande protection des sols, de l'eau, de la biodiversité. Des impacts sociétaux, donc comme il y a moins de produits chimiques dans les sols, dans l'air, les agriculteurs sont mieux protégés, ainsi que les populations rurales, qui sont mieux protégées en termes d'exposition à ces produits chimiques. Et enfin, en termes économiques, le bio, ça crée énormément d'emplois, plus 50% en moyenne. Donc en fait, on vient relocaliser des emplois qualifiés dans l'agriculture biologique et des emplois qui sont mieux rémunérés et qui sont pérennisés dans le temps. Pour passer à la seconde partie, donc la proposition de valeur, c'est un autre élément qui est extrêmement important, c'est concrètement qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la problématique. Et de manière générale, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ou à vos bénéficiaires. Donc c'est vraiment concrètement quelle est l'offre de votre projet. Comment ? La page ? Celle-là c'est bien, hein, c'est parfait. Petit problème technique, excusez-nous. Mais a priori, tout roule. Hein. Merci beaucoup. Du coup, en termes de proposition de valeur, pour Biodemain, nous, ce qu'on propose, c'est une gamme de bons produits d'épicerie, donc du jus de pomme, de la farine, du miel, etc., qui viennent impacter positivement l'homme et l'environnement. Ah ouais, c'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Génial. Pas évident. Génial. Merci beaucoup. Super bon. Donc on voit Théo et le Canva en même temps. Donc pour revenir sur le Canva, donc nous ce qu'on propose, donc c'est des bons produits qui viennent impacter la société et l'environnement de manière positive. Donc ça c'est vraiment notre proposition de valeur à nous, qui est donc logiquement une proposition de valeur et quelque chose d'unique qui est propre à vous et qui doit vraiment vous différencier par rapport à d'autres entreprises. Je ne sais pas si Théo, tu veux compléter cette partie-là ? Non, exactement, c'est ça, c'est une case qui vient assez logiquement après la première, donc on identifie un besoin et comment on y répond par notre offre, par notre service, par notre produit. Hop. Du coup ensuite on a la partie cible, donc c'est la case numéro 3, on va rester comme ça mais vous allez voir, donc c'est la case numéro 3 qui est donc sur la partie droite du Canva. Donc les cibles pour les entreprises sociales, c'est d'une part vos clients, et d'autre part aussi vos bénéficiaires. Les bénéficiaires donc, qui sont quelque part la cible la plus centrale de votre projet. Je ne sais pas si on peut... vous pouvez mettre en mode diapo, c'est possible ? Ouais, c'est parfait, ouais. Hop, nickel.
Hop. Du coup, les cibles, c'est donc d'une part qui sont les bénéficiaires du projet, donc à qui le projet va bénéficier, qui va être impacté positivement par votre projet, et d'autre part, qui sont donc les clients, ceux qui concrètement viennent poser un billet sur la table pour votre service ou votre produit. Donc nous, pour ça, on a 3 grandes catégories. Sur la partie bénéficiaire, nous, c'est clairement les agriculteurs qui sont en conversion biologique, et globalement tous les citoyens, parce qu'en ayant un impact global sur la société et l'environnement, c'est bien tous les citoyens qu'on vient impacter, même si notre cible prioritaire, vous l'avez compris, sont bien les agriculteurs. Ensuite, en termes de clients, donc nous, on fait du B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend nos produits à des magasins, les magasins bio par exemple, qui eux-mêmes ont leurs propres consommateurs. Donc nous, on a des clients B2B. Donc aujourd'hui, par exemple, ça va être les BBG, les Naturalia, les Biocoop, les Biomonde, etc. Donc les distributeurs alimentaires. Et on a donc nos consommateurs finaux, donc le B2B2C, nos consumers, donc les clients. Et eux, c'est globalement, on peut dire, on s'adresse au grand public. Et plus spécifiquement, nous, on a 2 segments plus précis qu'on peut cibler, qui sont d'une part les jeunes, donc entre 23 et 30 en moyenne, qui sont des jeunes engagés qui ont envie de consommer en ayant un impact. Et donc ça, c'est un premier de nos segments. Le deuxième, généralement, c'est les jeunes mères de famille qui ont envie en fait, de consommer durablement pour notamment leurs enfants, pour globalement impacter positivement la société et créer le meilleur monde de demain. Et donc on vient vraiment chercher ces 2 segments précis, mais globalement ça reste le grand public. On va dire que tout le monde peut acheter notre jus de pomme, tout le monde peut acheter notre farine, etc. Donc sur les cibles, il faut vraiment distinguer bénéficiaires, ceux que vous accompagnez, ceux que vous aidez, et la partie vraiment client. Pour parler de la relation donc, client et bénéficiaire, cette relation c'est comment est-ce que vous communiquez avec ces cibles, par quel biais, par quel moyen, quelle est votre relation avec eux, est-ce que vous les connaissez bien, est-ce que vous les connaissez via un intermédiaire. Pour vous donner une idée, donc pour nous, aujourd'hui, on a un contact direct avec nos consommateurs sur les réseaux sociaux. Nous, c'est une de nos grosses faiblesses. Aujourd'hui, on les connaît assez mal, nos consommateurs finaux. Il y a un intermédiaire, c'est une de nos problématiques. Sur nos clients B2B, par contre, là, on les connaît très bien. On a une relation directe avec eux par mail, par téléphone, par message. On a aussi donc la relation avec nos bénéficiaires, donc les agriculteurs. Là, pareil, on a une relation extrêmement proche. On les voit très régulièrement. On a des contacts réguliers via l'accompagnement, via aussi les échanges sur les achats, les transports de marchandises, etc. Donc on a une relation qui est très proche. Là, sur le diapo, vous voyez uniquement la relation qu'on a avec nos consommateurs finaux. Il n'y a pas la place pour tout mettre. Ouais, Théo, tu as quelque chose à ajouter sur la partie cible ou relation client ? Non, je pense que tu as très bien expliqué justement la force des entreprises sociales, c'est justement d'avoir des clients et des bénéficiaires qui ne sont pas forcément les mêmes personnes aussi. Et donc, quand on élabore ce canevas, faut pas oublier de traiter les 2 catégories. Si vous pouvez Merci. Ouais, moi je voulais juste rebondir ce que tu disais Maxime sur le fait de, enfin tu disais c'est une problématique qu'on connaît pas assez bien, enfin qu'on n'est pas assez proche avec nos bénéficiaires effectivement. En fait, plus vous connaissez vos bénéficiaires, plus vous connaissez votre cible ou enfin bénéficiaire ou client, plus en fait vous allez pouvoir leur apporter une réponse adaptée en termes de biens ou services, et du coup vous allez directement les toucher, leur donner envie de déjà d'une part de répondre à leurs besoins réels, et d'autre part de leur donner envie de consommer votre bien ou votre service, et d'autre part en fait le fait de connaître bien votre cible. Donc là visiblement vous avez quand même une idée assez précise de qui vous touchez à travers vos produits. Ça permet d'adapter la stratégie de communication pour atteindre ces publics là. Donc voilà, je voulais juste appuyer un petit peu ce que tu disais sur le sujet. Merci Louise. Et du coup Théo, si tu veux présenter le 5 ? Ah, on t'a perdu Théo. Ah, pardon. Du coup, la case 5, c'est les canaux de distribution. Donc une fois qu'on a formalisé justement la relation qu'on veut ou qu'on a établie avec nos clients et nos bénéficiaires, l'idée c'est de savoir par quels moyens techniques on va chercher
ses bénéficiaires et ses clients, comment on va communiquer vers eux? Est-ce qu'on passe plutôt sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'on va passer sur du tractage direct dans la rue? Est-ce que nos bénéficiaires sont présents à un endroit et qu'on va s'y rendre? Est-ce que c'est eux qui vont venir à nous? Voilà. Du coup, nous, au niveau de canal de distribution, pour la partie vraiment consommateur, produit, donc vraiment la partie business, nous, la relation, elle se fait via les magasins. Donc c'est uniquement via les magasins que ça va transiter. Pour la partie relation avec les agriculteurs, comme je disais juste avant, je donnais une partie de la réponse dans la case précédente, les agriculteurs, on a une relation très proche avec eux, c'est une relation directe, d'humain à humain, via donc les rencontres, via le téléphone, via les mails. Donc on a vraiment une relation directe et très personnelle avec chaque agriculteur. Pour nos clients B2B, donc réseau de magasins, c'est pareil, c'est des relations directes qui se font avec des périodes de présentation, de négociation, et puis après un suivi complet. Je sais pas si tu veux faire la partie... Hop, la 6, si tu veux, Théo. Vas-y, je vais te laisser continuer parce que j'ai pas le retour. Ok, nickel. Du coup, sur la partie revenus, donc revenus, c'est concrètement comment vous générez de l'argent. Quel est votre, en fait, on parlait de business model tout à l'heure, mais par quels moyens, en fait, vous arrivez à rentabiliser l'entreprise et la rendre pérenne dans le temps en termes financiers. Donc, nous, aujourd'hui, c'est très simplement une marge sur les ventes. C'est pas un business model dont on a parlé tout à l'heure, mais nous, ça va être le business model le plus simple qu'il existe. Pour le coup, on n'a pas beaucoup innové à ce niveau-là. Donc nous, c'est vraiment, on achète un produit à un prix X et on vend un produit à un prix X plus un certain pourcentage. Donc c'est extrêmement simple, c'est le modèle qui nous permet aujourd'hui d'avoir le plus d'impact parce que c'est le plus scalable. La scalabilité, c'est la possibilité d'étendre un business model à grande échelle facilement. Aujourd'hui, c'est le moyen qu'on a trouvé pour le plus rapidement possible être capable d'aider un maximum d'agriculteurs à passer au bio. Donc voilà pour la partie revenus, mais donc là les revenus c'est vraiment la manière dont vous pouvez générer de l'argent, et ça peut être comme on le voyait tout à l'heure par des commissions, par un modèle freemium. Il y a différents moyens pour générer du revenu, ça peut être des prestations, ça peut être énormément de choses. Et donc là c'est vraiment comment est-ce que vous générez de l'argent. Par exemple, nous aujourd'hui on réfléchit à faire des accompagnements pour les coopératives, donc là ce serait des prestations, et donc on pourrait mettre dans revenus prestations par exemple. Je ne sais pas si Théo, ça te paraît bien, ou si tu as des choses à ajouter. Ça me paraît très bien, c'est ça? Parfait. L'idée, c'est que sur toute cette partie droite du Canva, on parle vraiment des cibles, des bénéficiaires, et donc cette partie revenu vient un petit peu résumer tout ça. Et une fois qu'on sait qui sont nos clients, quelles relations on entretient avec eux et comment on les atteint, et bah du coup comment on se rend de l'argent. Et du coup, effectivement, la partie gauche, on parle plus sur comment concrètement en interne on fonctionne. Et pour vous montrer donc la partie 7, donc quelles sont les activités clés de votre entreprise, quel est le cœur de métier, quelles sont les activités qui vous permettent de tourner. Et là on met vraiment, quand on dit activité clé, c'est vraiment si on supprime l'une d'elles, la boîte passe à la trappe et vous ne pouvez plus fonctionner en fait. Donc on ne parle pas des activités type plus généralistes, là c'est vraiment les activités clés cœur de chez vous. En fait on ne parle pas de comptabilité, de ressources humaines et autres, on est vraiment sur quelles sont les activités concrètes de votre entreprise qui sont votre cœur de métier. Donc nous aujourd'hui on en a 4, donc on a toute la partie amont, donc relation avec les producteurs, sourcing, accompagnement, donc vraiment relation agriculteur. La partie gestion de projet agro, donc vraiment comment est-ce qu'avec les pommes de Michel, agriculteur dans le Pas-de-Calais, je vais faire de la purée de pommes. Et donc c'est trouver le bon transformateur partenaire local suivant des sujets de qualité et de RSE. Ensuite on a la partie vraiment distribution. Donc trouver les bons partenaires commerciaux, par exemple aujourd'hui en ce moment c'est Naturalia, faire en sorte que nos produits soient bien mis en avant, donc il y a tout un aspect merchandising derrière, que nos produits soient bien mis en avant, qu'ils arrivent au bon prix, au bon endroit, tout un aspect donc aussi logistique derrière sur la partie distribution. Et pour lier vraiment, donc valoriser ces produits
En conversion, il y a tout l'aspect communication, communication sur le réseau, communication en magasin, communication via des événements, etc. Et donc on a, nous, ces 4 activités principales, qui sont nos activités clés, sans lesquelles, si on en supprime une seule, aujourd'hui l'entreprise n'est pas capable de fonctionner correctement. Par exemple, si aujourd'hui on arrête de distribuer, on se retrouve avec un stock énorme, on n'est plus capable d'accompagner les agriculteurs parce qu'on n'a plus de vente. Et au contraire, si on arrête, je sais pas, les projets agro, on aura de la matière première, des pommes, on aura des magasins prêts à commercialiser, mais on n'aura rien pour faire le lien entre les deux et transformer ces produits bruts en produits transformés. Voilà pour la partie activité. Théo, n'hésite pas à me couper hein, si tu as quelque chose à rajouter. Pas de souci. Du coup, sur la partie ressources, les ressources, c'est de quoi avez-vous besoin pour, besoin, qu'est-ce que vous avez déjà aussi pour mener à bien votre projet. Donc, notamment par rapport à vos activités clés, de quelles ressources disposez-vous et de quelles ressources avez-vous besoin pour mener tout ça à bien. Donc ça peut être énormément de choses, hein. Énormément de choses. Ça peut être, moi je vous ai mis tout ce qui est expertise humaine, donc vraiment les ressources humaines, vos collaborateurs, ça peut être vous, mais vraiment des personnes qui apportent quelque chose de très particulier à l'entreprise qui lui permet de fonctionner. Donc aujourd'hui, nous on a toute l'expertise humaine sur la partie communication, sur la partie légale pour communiquer sur la conversion, sur la partie relations producteurs, relations transformateurs. Nous, on a aussi toute la partie marque. Donc aujourd'hui, Biodemain et d'autres marques qu'on a à côté sont des marques déposées. Donc aujourd'hui, c'est une ressource qu'on a et qui est nécessaire. Si on n'était pas capable, si on n'avait pas le droit, si on n'avait pas déposé Biodemain, aujourd'hui, on ne pourrait pas fonctionner, on n'aurait pas la bonne ressource. On a aussi l'aspect de tout ce qui est fonds de roulement. Donc aujourd'hui, nous, on a besoin d'un certain fonds de roulement pour avoir du stock, pour pouvoir distribuer nos magasins, pour pouvoir acheter à nos producteurs à un prix équitable. Les ressources, ça peut être extrêmement large. Ça peut aussi être une certaine technologie, ça peut être un certain partenariat, on va parler après, mais dans les ressources, vous pouvez mettre des choses vraiment très précises qui ne vous permettraient pas de fonctionner si vous ne les avez pas. Donc c'est vraiment les besoins clés que vous avez pour faire fonctionner l'entreprise, faire fonctionner les activités clés. Et pour venir du coup sur les partenariats, donc aujourd'hui dans tout projet et notamment pour les entreprises sociales, il y a un vrai besoin d'avoir des partenariats, d'être dans un écosystème global qui vous permet de bien fonctionner en bonne synergie avec tout le monde. C'est très risqué aujourd'hui de se dire je vais me lancer tout seul, YOLO, je suis capable de le faire sans souci, moi tout seul. Quand vous avez un but social, vous avez forcément des partenaires avec qui vous associez pour faire bien les choses et pour maximiser votre impact et leur impact. Aujourd'hui, nous, dans nos partenaires, on a les coopératives, donc coopératives de producteurs et tous les organismes bio. Donc aujourd'hui, eux, sont des coopératives comme organismes. Ils accompagnent déjà à la conversion, notamment sur la partie très agronomique, agricole, technique. Aujourd'hui, on vient les compléter et on vient les aider en valorisant le prix de vente de leurs producteurs et en les aidant sur différents points liés à la conversion, notamment en termes de formation, en termes de mise en contact. On a les partenaires transformateurs, donc c'est eux qui vont concrètement transformer nos produits. Donc nous on les choisit sur des critères de RSE, de qualité, pour être sûr qu'ils fassent bien leur travail. Et enfin on a toute la partie partenaires accompagnateurs et financeurs, et j'y reviendrai après pour parler notamment de Make Sense avec qui on travaille nous depuis 2 ans, et pareil avec le réseau Alliance qu'on a rencontré au tout début du projet. Et donc des accompagnateurs, et là on parle d'incubateurs, d'accélérateurs, de différents organismes qui vont venir vous apporter de la compétence et de l'expertise que vous n'avez pas en tant que jeune porteur de projet, et par jeune, on n'a pas forcément l'âge, mais en termes de date de création. Et enfin, tout ce qui est financeur. Financeurs, ce pas des financeurs publics, éventuellement c'est des subventions des métropoles, de l'État, de la région, mais aussi tout ce qui est financeur, fonds d'investissement, business angels,
qui peuvent venir vous accompagner. Donc nous, parler d'accompagnateurs, je pense que je reviendrai après sur la partie questions, mais on a été accompagné par beaucoup de monde, donc Make Sense, Réseau Alliance, Alimentaire, Réseau Entreprendre, etc. Et sur la partie financeur, nous aujourd'hui on est 100% indépendant, mais là on réfléchit, on est même en process de levée de fonds. Donc très rapidement, cette partie financeur va devenir de plus en plus importante. Je ne sais pas si Théo, tu veux rajouter des choses sur cette partie-là? Oui. Du coup, en fait, comme on a vu, la partie de droite du Canvas, c'était vraiment sur à qui on s'adresse, qui sont nos clients, nos bénéficiaires. Et cette partie de gauche du Canvas, elle est vraiment plus sur la partie opérationnelle du projet. Comment on le met en place, quels sont nos métiers clés, quelles sont les ressources dont on a besoin pour réaliser ces métiers clés, et puis quels partenaires clés sont indispensables. Et dans les partenaires, je pense que c'est très important, Maxime, tu en as parlé, de ne pas oublier les accompagnements, parce que quand on monte un projet, on n'est jamais seul. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider pour compléter le projet et avoir quelque chose de plus solide possible. A priori, on a une question sur la partie ressources. Donc Rachel qui nous demande de donner un exemple de ressources dont on aurait besoin. Donc comme je disais, je vais juste revenir rapidement sur la slide ressources. Donc de quelles ressources disposez-vous et de quelles ressources avez-vous besoin? Donc là, vous avez 3 exemples. Donc pour nous, donc c'est expertise humaine, marque et fonds de roulement. Mais alors ça peut être une technologie, ça peut être un entrepôt, ça peut être un appareil de production, ça peut être, je sais pas, ça peut être un accompagnement particulier, ça peut être une personne en particulier dont vous avez besoin. Les ressources, ça peut être, c'est vraiment très large. C'est vraiment de quoi avez-vous besoin et qu'est-ce que vous avez de particulier pour que l'entreprise fonctionne et tourne bien. Et donc ça c'est un sujet très important et ça peut être vraiment très large, Rachel. Donc en termes d'exemples, je vous en ai donné quelques-uns, mais c'est absolument pas, c'est non exhaustif. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources possibles et à vous de voir quelles sont les ressources les plus importantes pour votre projet qui sont vraiment clés à son succès. Juste pour compléter, ouais, donc tu as donné des exemples concrets qui est, je pense, ce qui est le plus parlant, mais souvent un peu dans la typologie des ressources qu'on a, ce qui revient souvent, c'est d'une part les ressources humaines, d'autre part tout ce qui est ressources logistiques, matérielles, voire immobilières, et les ressources financières. Donc voilà, après, c'est peut-être pas exhaustif, mais c'est une typologie de ressources, des types de ressources qu'on retrouve souvent. Mais du coup qui font partie de ce que tu disais comme exemple. Tout à fait. Et pour finir, et je pense qu'on est à peu près dans le timing, on n'est pas trop mauvais, au niveau des coûts, donc les coûts c'est l'inverse du revenu, du coup le revenu c'est comment vous gagnez de l'argent, les coûts c'est quelles sont les sources de coûts, donc comment vous dépensez votre argent. Donc forcément dans toute activité il y a quelque part une dépense d'argent qui doit être maîtrisée, forcément sinon on n'est pas rentable. Ces coûts aujourd'hui peuvent être très variés, donc je vais vous donner les nôtres, mais après c'est encore une fois c'est non exhaustif. Nous aujourd'hui notre coût principal ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui nous on est 7. Donc ça fait chaque mois un certain montant qui va partir en salaire, qui va partir en charge sociale, charge patronale, aussi en matériel informatique, etc. En ressources humaines, c'est pas uniquement le salaire net que vos employés vont recevoir, c'est aussi toutes les charges qu'il y a derrière et tous les à côté. Donc ça va être les bureaux, ça va être le matériel dont ils ont besoin, etc. Ensuite, on a un fort coût, vous en doutez, sur la communication. On est une marque, on a besoin de se faire connaître, de communiquer, d'expliquer quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, quel est notre concept. On a toute une partie sur la logistique, donc le stockage, la préparation de commandes et l'envoi de nos produits dans nos magasins partenaires. Et enfin, évidemment, la partie produit, donc acheter le produit, la matière brute, donc à un prix équitable à l'agriculteur, et la prestation qui va pour le transformateur, quand il y en a un.
Donc aujourd'hui, ce sont nos 4 grosses sources de coûts. Après, évidemment, ça peut être extrêmement varié. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas forcément de gros investissements, mais on aurait pu mettre des véhicules, ça aurait pu être des outils de transformation si jamais on transformait nous-mêmes. Ça peut être, par exemple, si vous avez un gros besoin en termes d'accompagnement, eh ben, il peut y avoir dedans accompagnement sur du coaching, du conseil, si pour vous c'est un centre de coût qui est important. Donc vraiment les coûts, c'est à nouveau comme les ressources, c'est assez large et puis il y a beaucoup de choses dedans. Là vous avez quelques exemples et je ne sais pas si Louise a d'autres exemples ou Théo d'ailleurs, c'est d'autres exemples à donner pour compléter la chose. Non, je pense que tu l'as très bien dit. Voilà, c'est toutes ces ressources, tous ces partenaires, ils vont forcément mobiliser du temps pour nous et donc souvent nous le facturer. Donc voilà, ça va représenter tous les coûts de l'entreprise. Je pense que c'est assez facile d'identifier les coûts. Nickel. Et du coup, pour conclure rapidement sur le Canva, donc comme je vous le disais au début, c'est un outil qui vous permet vraiment de formaliser. Ah bah tiens, vas-y, je vais te laisser donc Théo reprendre la main sur le diapo si tu veux. Je vais pas piquer ta partie. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup, oui, le Canva, il permet vraiment de formaliser un projet. Et en fait, on peut le résumer assez simplement en 5 questions qui sont à qui est-ce qu'on va adresser notre activité, qui sont nos clients, qui sont nos bénéficiaires, donc quel est notre produit ou notre service, quelle l'offre et quelle est notre valeur ajoutée derrière. Comment on va faire ça, donc quels sont les canaux de distribution, quelles sont les ressources qu'on va mobiliser, quels partenaires on va aller chercher, comment on va développer cette activité, combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter. L'idée, c'est que ce soit à peu près équilibré, plutôt dans le positif. Et surtout pour les projets à impact, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quelle utilité on met derrière tout ça, quel enjeu social, quel enjeu environnemental on va chercher à répondre à travers notre activité et est-ce que ces objectifs ont été atteints et comment on les mesure au cours du temps. Et pour compléter un peu sur la partie vraiment retour d'expérience, nous c'est un outil qu'on a énormément utilisé au tout début du projet et là moi je me suis repenché dedans justement pour l'événement là et je trouvais ça super intéressant de voir à quel point on avait pu évoluer et de reformaliser en fait concrètement ce qu'on fait au jour le jour et de le reformaliser sur un tableau très précis, très complet et de vraiment voir à quel point on avait pu changer et comment on avait évolué ces dernières années et comment sûrement il y avait des points sur lesquels on était encore faible et à quel point on pouvait encore évoluer, s'améliorer dans les prochains mois. Super. Ça me fait une transition. Théo, il y a juste une dernière petite question et après je pense pour le reste des questions, on les prendra peut-être à la fin. Je vais lire la question puis on pourra y répondre Théo si tu veux. Les coûts sont-ils plus élevés pour une entreprise qui veut s'inscrire dans une économie durable ? C'est une excellente question et je vais t'apporter aucune réponse. Aujourd'hui, c'est très compliqué à répondre. Tu as des entreprises qui s'inscrivent dans une économie durable qui arrivent à baisser leurs coûts, notamment par, je pense à l'upcycling. L'upcycling où ils vont, donc ces entreprises qui vont prendre des déchets, les améliorer, les transformer pour faire quelque chose qui va se revendre plus cher. Et dans ce cas, leur coût de base va diminuer. Après, je sais que pour nous, concrètement, ça nous coûte beaucoup plus cher d'être durable, que ce soit en termes de packaging recyclable et éco-conçu, que ce soit en termes de matières premières, où forcément on veut être équitable, donc ça coûte plus cher. Après, on peut aussi gagner, nous je sais, sur la partie bénéfices, où on fait relativement peu de bénéfices, tout est réinvesti dans l'entreprise, et donc forcément là on a une grosse structure de coûts qui, pour les entreprises agroalimentaires classiques qui pompent énormément d'argent dans leur société pour donner aux actionnaires, nous aujourd'hui on ne fait pas ça. Donc forcément on y gagne cette partie-là, mais globalement toute la partie activité, nous ça nous coûte plus cher. Et je pense qu'en général, quand tu veux bien rémunérer, quand tu veux faire les choses bien et de manière écologique, ça coûte quand même un peu plus cher. Je ne sais pas si vous avez un autre retour d'expérience. Non, mais justement, ça tombe bien que cette question soit posée parce que la troisième partie de notre temps ensemble, c'est justement consacré à la manière dont des structures à impact
ont pu innover par leurs coûts ou par leurs revenus. Donc on va donner des exemples concrets et peut-être que voilà, ça donnera une idée un peu plus précise à la personne qui a posé la question sur comment justement on peut aller, je ne trouve pas mon mot, mais enjamber ces problématiques de coûts supplémentaires qui sont liés au fait que en fait, on est un enjeu à impact et que du coup certains coûts qu'on a réduits au maximum dans l'entrepreneuriat classique, aujourd'hui on en prend compte. Et donc il y a aussi des manières d'aller au-delà de ça et on va le voir tout à l'heure. Théo, c'est à toi. Super. Donc je vais juste conclure rapidement sur ce Social Business Model Canva. Donc, comme l'a très bien dit Maxime et il l'a rappelé au cours de sa présentation, c'est vraiment un outil évolutif qui s'inscrit pleinement dans la démarche Lean Startup. Le Lean Startup, c'est une approche spécifique pour lancer une activité qui consiste à mettre en place rapidement la mise sur le marché de notre produit, de notre service, et ensuite d'y apporter une amélioration continue par les retours utilisateurs de façon assez itérative. Donc, on va mettre notre produit sur le marché, on va récupérer les retours utilisateurs, on va améliorer le produit, on va mettre une version 2.0 sur le marché, récupérer les retours, etc. Et ce business model social Canva, il faut vraiment nous servir pour suivre cette évolution tout au cours de la vie. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation du Social Business Model Canva incarné. Personnellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir tous ces détails-là par une personne qui l'a vraiment pratiqué. Et donc j'espère que les personnes qui nous écoutent ont été inspirées par ça aussi. Et donc comme je vous disais, là maintenant, on va vous donner des exemples de structures à impact qui ont innové dans leur modèle économique, d'abord par leurs revenus et ensuite par leurs coûts. Donc, j'ai pas la main sur le... Ouais, super, merci beaucoup. Donc je vais commencer par vous présenter des structures qui ont innové par leurs sources de revenus et ensuite je laisserai Théo continuer sur les innovations par les coûts. Donc le modèle freemium, toujours lui, qu'on a vu avec Spotify, Deezer et Skype. Là, je vais vous donner un petit peu une illustration de comment ce modèle économique il peut servir un enjeu à impact positif. Dans notre cas, c'est l'éducation accessible pour tous, avec l'exemple de Codable. Codable, c'est un outil qui a pour but d'apprendre aux jeunes enfants le code et la programmation informatique via des supports pédagogiques et ludiques. Et en fait, il propose d'une part une offre pédagogique basique qui est gratuite et accessible à tous. Et en complément, à destination des écoles, ils offrent une offre payante avec plus d'options et plus de fonctionnalités. Et en fait, ça leur permet de toucher divers segments et donc d'atteindre un public extrêmement large. Et dans leur cas, ça a extrêmement bien fonctionné puisque aujourd'hui, on considère que 50% des écoles maternelles aux États-Unis utilisent Codable, donc c'est considérable et c'est cette dualité de l'offre qui leur permet de toucher aussi largement les gens. Il y a d'autres structures qui ont innové en monétisant des coûts évités à des tiers. Donc je m'explique à travers l'exemple de Crésus, qui est une structure qui lutte contre le surendettement. En fait, ils sont allés voir des établissements financiers en leur montrant que le surendettement fait perdre de l'argent aux établissements financiers et donc nuit à leurs résultats. Et ils leur ont proposé de trouver des solutions ensemble. Et en fait, c'est passé par un outil digital qui forme des conseillers bancaires dans la prise en charge et l'accompagnement de leurs clients qui sont dans des situations extrêmement difficiles financièrement, des situations de surendettement. Et en fait, c'est une situation gagnant-gagnant, puisque d'une part, les banques perdent moins d'argent causé par ce problème, et d'autre part, et c'est ce qui nous intéresse en termes d'impact, les bénéficiaires ont beaucoup moins de risques de se trouver dans des situations extrêmes comme ça, et si c'est le cas, elles ont beaucoup plus de chances d'être accompagnées vers un retour à la normale par des conseillers qui ont été formés pour ça. Et en fait, tout simplement, les établissements financiers, ils ont fait le calcul coût-avantage et ils ont estimé qu'effectivement, ça leur revenait moins cher de payer pour une solution pour lutter contre le surendettement que de rester dans la situation d'origine.
Et dans le cas de Crésus, on a 65 établissements qui ont été partenaires de cette initiative. Ça représente 750 conseillers formés. Et en 3 ans, au début, il y a 5000 personnes qui ont pu bénéficier de 5000 bénéficiaires qui ont pu profiter de ce programme et donc du coup se sortir de leur situation de surendettement. Et en 3 ans, on est passé à 50 000 personnes. Donc là encore, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Un autre moyen d'innover par les revenus, ça peut être de faire supporter les coûts aux bénéficiaires indirects. C'est ce que fait Microdon, dont le principe est de financer des associations en proposant au grand public de faire des microdons, donc soit pendant les passages en caisse dans les magasins, soit en arrondissant le bulletin de salaire. Donc je pense que c'est quelque chose que une majorité d'entre vous avez peut-être déjà vu quand vous passez à la caisse de votre supermarché préféré. On vous propose d'arrondir au-dessus pour une association X ou Y. Donc eux, ils innovent Microdon, ils innovent sur la façon dont ils se rémunèrent. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a vu dans le modèle de la commission, eux, ils choisissent non pas de se rémunérer via une commission pour avoir mis en relation des associations bénéficiaires avec des structures partenaires, mais en fait, ils ont facturé une prestation de service aux commerces et aux entreprises qui mettent en place justement Microdon avec leurs clients ou leurs salariés. Parce qu'en fait, pour une entreprise, c'est un moyen hyper facile et visible de faire de la RSE, qui est quelque chose qui est très valorisé aujourd'hui. Et en fait, eux, ils ont juste à payer la mise en place de ce service-là. Et ensuite, ce sont les clients et ce sont les salariés qui vont faire les dons. Et donc, c'est quelque chose de très visible et ils considèrent que pour eux, ça vaut la peine de payer ces coûts pour mettre en place cette solution. Et aujourd'hui, grâce à Microdon, il y a environ 1300 associations soutenues, peut-être plus depuis qu'on a eu ces chiffres. Et ça représente 20 millions d'euros qui ont été reversés à ces associations-là. Et un dernier moyen d'innover via ces revenus, ça peut être de vendre aux entreprises utilisatrices plutôt qu'aux bénéficiaires directs. Donc là, je vais prendre l'exemple de Ciel Bleu et vous allez voir que la logique, elle est assez similaire à celle qu'a Crésus avec les établissements bancaires et les personnes en situation de surendettement. Ciel Bleu, c'est une association qui propose des thérapies par le sport et par l'activité physique aux personnes âgées, plutôt que des thérapies médicamenteuses. Et donc tous les services qu'ils proposent, ils sont vraiment adaptés aux besoins et aux envies des patients. Et en fait, ils ne le font pas payer directement aux personnes qui participent à ces activités, mais aux mutuelles. Parce qu'en fait, ils sont partis d'une étude d'impact qui montre que les activités qu'ils proposent, le maintien en forme des personnes âgées permettrait de faire une économie de 15 milliards en 3 ans pour la société. Et bien entendu, ça intéresse grandement les mutuelles qui voient un moyen de faire diminuer leurs frais de santé complémentaires qu'elles prennent en charge pour leurs adhérents, qui représentent, en fait, c'est souvent les frais de santé pour les personnes qui commencent à avancer en âge, qui sont très coûteuses pour les mutuelles et les complémentaires santé. Et donc, elles font le choix de financer Ciel Bleu et de proposer à leurs adhérents ces activités physiques en faisant le pari que ça leur fera diminuer leurs coûts de prise en charge de médicaments ou de traitements par la suite. Et juste pour la petite info, Ciel Bleu, il marche comme ça aujourd'hui, mais à terme, ils ont pour objectif d'être reconnus comme une action de prévention remboursée par la Sécurité sociale, donc ils souhaitent aller encore plus loin. Et aujourd'hui, Ciel Bleu, ça représente 100 000 bénéficiaires et 450 salariés qui proposent ces ateliers dans toute la France. Du coup, maintenant, je vais laisser Théo vous donner des exemples de structures à impact qui ont innové sur leurs coûts. Merci Louise. Exactement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, avoir une entreprise sociale, ça peut représenter des coûts supplémentaires, mais c'est aussi une façon d'innover sur le coût de l'entreprise. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est celui de Wikipédia. Je pense que vous connaissez tous, donc l'encyclopédie gratuite en ligne qui rend la connaissance accessible à tous. C'est leur mission. Et aujourd'hui, Wikipédia propose ce service gratuitement parce que le contenu du site est créé par des contributeurs bénévoles, donc qui ont mobilisé une communauté
de bénévoles autour du projet. Je sais pas si on peut passer la diapositive. Et du coup, cette communauté de bénévoles qui crée le contenu et qui permet à Wikipédia de démultiplier son impact en écrivant des centaines de milliers d'articles. En France, par exemple, on estime qu'il y a près de 15 000 contributeurs actifs sur Wikipédia qui créent des articles, qui modifient des articles, qui rajoutent des références et autres. Et près de 2 millions d'articles qui ont été écrits par ces personnes-là. Donc évidemment, avoir 15 000 utilisateurs qui créent bénévolement des articles sur Wikipédia, ça évite d'avoir X personnes engagées pour écrire ces articles-là. Et donc Wikipédia évite d'avoir à payer des personnes pour écrire les articles comme cela se fait dans une encyclopédie classique papier. Ou... Un deuxième exemple qu'on va prendre sur la slide suivante, si vous voulez bien, c'est l'exemple du supermarché collaboratif La Louve, qui fait participer en fait les bénéficiaires. Donc, La Louve, c'est un supermarché collaboratif qui propose une alimentation bio, locale, à des prix accessibles, en échange de la contribution ponctuelle des membres au fonctionnement du magasin. Donc, concrètement, ils sont partis d'un constat qui est que dans le milieu du supermarché, c'est le deuxième poste de dépense, la deuxième source de coût la plus importante. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient demander au supermarché, comme c'est qu'ils profitent d'une alimentation bio, locale, peu chère, de participer en échange à la gestion du supermarché quelques heures par mois. Ça permet évidemment de réduire les coûts du supermarché derrière et donc de proposer les tarifs, les produits à des tarifs plus importants. Le concept, il a été inventé à New York, il est ouvert à Paris en Théo, on t'entend un peu mal. Si tu as moyen de rapprocher ton micro, je pense qu'il se balade un peu. Ouais, ou enfin, je sais pas si c'est une question de connexion ou si c'est. Vas-y, réessaye. Ça marche mieux là? Ah oui, c'est mieux, ouais. Bon, a priori, il y a un peu de connexion, nous dit la technique, et un peu de toi. Donc dans tous les cas, si on n'entend vraiment pas bien, moi je peux reprendre sur le sujet, mais là je pense qu'avec le micro, on t'entend mieux. D'accord. Bah, on reprend et puis je complète. Nickel, vas-y, enchaîne. Ouais, je sais pas dans quelle mesure. C'était quoi l'exemple d'avant déjà? C'était sur Wikipédia. Oui, sur Wikipédia, donc oui, je pense que là ça allait. Donc oui, la Louve, effectivement, le principe c'est que les adhérents mettent la main à la pâte et viennent travailler quelques heures par mois. Et en fait, du coup, comme la Louve a fait le calcul que la main-d'œuvre c'est la deuxième source de coûts dans la grande distribution, bah, ça leur permet de réduire considérablement leurs coûts par juste 3, je crois que c'est 4 heures par mois à la Louve. Et du coup, ça permet d'éviter un petit peu ce biais un peu qu'on a souvent dans l'alimentation bio, c'est qu'en fait souvent c'est assez cher et donc là ça permet juste d'avoir, en venant contribuer quelques heures par mois, d'avoir des produits vraiment à des prix attractifs en réduisant les coûts à ce niveau-là. Si tu veux réessayer sur Too Good To Go et je prendrai la suite, et aussi on entend mal. Parfait. Donc Too Good To Go qu'on a déjà et que vous connaissez déjà, eux, ils ont innové en revalorisant des produits qui étaient destinés à être... Ok, Théo, on t'entend pas très bien, je vais reprendre sur l'exemple de Too Good To Go, je vais improviser. Donc ouais, on en parlait tout à l'heure, Too Good To Go, c'est une plateforme qui met en relation des commerçants, donc ça peut être des restaurateurs, des boulangers, même des supermarchés et des particuliers pour que les premiers revendent leurs produits invendus avant péremption aux consommateurs, donc à bas prix. Et en fait, eux, ils innovent en fait en créant de la valeur dans quelque chose qui est censé ne plus avoir de valeur, c'est-à-dire des produits destinés à être jetés. Et donc ça leur permet de recréer de la valeur à partir de la matière première qui ne devait plus en avoir. J'imagine que pas mal d'entre vous connaissent cette application qui a représenté 400 000 téléchargements, 1600 commerces partenaires et 250 000 repas sauvés. Et il y a d'autres initiatives qui fleurissent un petit peu dans la même veine, comme par exemple Karma ou un peu plus connu Phoenix, qui travaille aussi sur
cette innovation-là et cette idée de revaloriser des aliments qui sont destinés à être jetés. Du coup, je reprends aussi la dernière slide parce que je pense que Théo, effectivement, on a un problème de connexion. Donc, on peut aussi innover en externalisant tout ou une partie de sa production. Par exemple, avec le compte nickel. Le compte nickel, l'objectif, c'est de donner accès à des moyens de paiement à des personnes précaires ou qui sont interdits bancaires. Et donc, eux, ils innovent en faisant des partenariats avec des buralistes pour distribuer leur offre. Donc, en fait, je pense qu'on peut dire qu'ils innovent sur leur canaux de distribution. Si on reprend un petit peu le social business model Canva. Et donc, en fait, ce sont les buralistes qui, d'une part, ça leur évite d'ouvrir des établissements pour proposer ce service-là, donc ça leur enlève des coûts. Et en plus, je pense qu'ils ont fait le calcul de se dire potentiellement les personnes qui vont avoir besoin de ce type de service fréquentent ces lieux-là ou alors ont plus de facilité et moins de complexe à aller dans un bureau de tabac pour activer leur carte que dans une banque où ils ne seront pas forcément bien reçus. Là, je fais des projections, peut-être que c'est pas ça, mais j'imagine. Et en fait, c'est surtout hyper facile d'ouvrir un compte dans un bureau de tabac. Et donc, c'est vraiment accessible aux personnes qui ont besoin de ce service. Et donc, en 3 ans, il y a 400 000 comptes qui ont été ouverts de cette manière-là. Plus de 250 000 buralistes qui ont été agréés pour distribuer, pour ouvrir des comptes nickel et distribuer les cartes. Et ça a été racheté par la BNP pour 200 millions d'euros. Voilà, alors on en arrive à la fin de notre présentation sur le modèle économique. Je ne sais pas quelle heure il est. Ok, alors je vous fais juste une promo de la Social Cup en très rapide. On organise, comme je vous disais, un créathon. Donc à Lille, ce sera le 16 janvier. On organise aussi des événements parfois qui sont ouverts au public. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dès maintenant sortir vos téléphones et aller nous suivre sur Facebook et Instagram où on met toutes nos nouvelles. Donc si vous voulez vous inscrire au créathon, par exemple, c'est sur ces réseaux-là que ce sera annoncé. Et également sur notre site, à l'onglet de votre ville, donc Lille ou autre, si vous êtes originaire d'une autre ville, on met les événements qu'on organise et auxquels vous pouvez vous inscrire. Et tu peux... Et voilà, juste à la fin de la séance, si vous pouvez nous prendre 3 minutes pour scanner le flashcode qui va vous donner accès à un questionnaire de mesure d'impact pour nous dire ce que vous avez pensé de l'événement. Ce serait génialissime, c'est très utile pour nous. Ça nous permet d'avoir vos retours et de vous proposer toujours des contenus toujours plus adaptés. Et ensuite, peut-être par la suite, si ça vous intéresse, de vous réorienter vers des contenus qui sont proposés par Make Sense et qui vous intéressent. Donc voilà, je crois que sur iPhone, vous avez juste à prendre en photo le code. Et sur Android, vous pouvez installer une application qui s'appelle QR Code on Barcode Scanner. Sinon, vous tapez juste Flashcode sur votre Play Store et vous pouvez accéder au questionnaire. Voilà, donc maintenant, on va prendre peut-être 2 minutes pour prendre des questions. Ouais, il y en a une qui vient d'arriver d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est pour moi, vu que ça parle de bio. Si les stocks ne répondent plus à la demande, le bio est-il capable de répondre à une demande croissante, comme l'agriculture intensive ? Aujourd'hui, non. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de bio pour répondre à la demande. C'est aussi pour ça que nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Après, à terme, oui, le bio est capable de le faire. Aujourd'hui, on sait très bien que le bio a des taux de rendement qui peuvent être très, très, très bons. Et surtout, le bio est bien plus résilient face au changement climatique. Et ça va être un gros paramètre à prendre en compte dans les prochaines années. J'espère que ça répond à la question. Alors, il y a une autre question, je pense qu'on peut y répondre un peu tous les trois. Est-ce qu'il y a des outils pour mesurer l'impact social d'un projet, une sorte de référentiel, ou bien des ouvrages qui montrent une méthodologie pour mesurer les impacts sociaux afin de faire un suivi ? Alors oui, je pense que quelque chose qu'on n'a pas trop précisé, mais qui est extrêmement important quand on se lance dans un projet, c'est dès le début de définir des objectifs concrets, chiffrés, et des indicateurs réguliers pour mettre en place justement des checkings réguliers de est-ce qu'on a rempli ces objectifs, si oui, en fait, comment on les remet en perspective, etc. Donc j'ai pas forcément qui me viennent d'outils très précis, si ce n'est peut-être l'outil SMART qui permet justement
décliner des objectifs globaux en action concrète en termes de quantité, de bénéficiaires, de cibles, etc. Et du coup, Maxime, peut-être que tu veux compléter, j'imagine qu'il y a des choses que vous avez mis en place. Ouais. Pour donner un exemple concret, donc nous on n'a pas utilisé d'outils déjà préfaits. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris vraiment sur quoi on a un impact et on a mis en face les chiffres dans un tableur. En fait, concrètement, tout comme tu as un tableau de bord financier sur chiffre d'affaires, panier moyen du consommateur, nombre de clients, etc. Tu as un tableau de bord Metrics impact social, environnemental. Et pour nous, c'est nombre d'agriculteurs accompagnés, nombre d'hectares de terre, nombre de produits chimiques qui n'ont pas été épandus, etc. Globalement, tu peux le faire toi-même. Après, tu as des organismes qui peuvent t'accompagner. Je sais que Make Sense en interne, vous avez des compétences à ce niveau-là. Et notamment, la Social Cup peut permettre de t'accompagner sur ce sujet. Mais après, c'est aussi à toi de définir quelles sont mes métriques que je veux mesurer, qu'est-ce qui pour moi fait le succès de mon impact social et environnemental, et c'est mesurer ces métriques de manière très simple. Ouais, et sur la plateforme Spot de Make Sense, dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure, il y a en fait des ressources qui sont liées à justement mesurer son impact, etc. Donc si la personne qui a posé cette question est porteuse de projet ou qui s'intéresse à monter son projet, je l'encourage vivement à aller faire un tour et à s'inscrire sur la plateforme Spot pour avoir des ressources liées à ça. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Non. Et à la limite, je vais compléter sur le sujet un peu outils. Il y a un super bouquin qui a été écrit, je ne sais plus, peut-être par Ticket for Change, j'ai un petit doute, qui s'appelle, alors je crois que c'est Mutation, le backpack de l'entrepreneur social, où dedans il y a énormément d'outils, de liens, de sources en fait, sur plein de sujets, que ce soit la mesure d'impact, que ce soit le financement des entreprises sociales, que ce soit le business model, etc. Énormément de choses. Et donc c'est un super bouquin qui est très simple et très orienté solutions. C'est vraiment, tu as une page, ton problème, plein de solutions, et la page suivante, un autre problème, des solutions. Et donc un super bouquin. Donc je crois que c'est Mutation, le backpack pour l'entrepreneur social. Voilà, ça peut aider certains. On est tout bon? Top. Moi, je vais peut-être juste conclure en parlant de Make Sense et comment nous, ça nous a accompagnés, pour faire un peu la petite pub de Make Sense. Du coup, et Stéphane et moi, déjà à titre perso, c'est Make Sense nous a fait rentrer dans l'univers de l'entreprise sociale. Donc nous, on a découvert l'entrepreneuriat social via les événements Make Sense qui sont accessibles à tout le monde, accessibles au grand public. Moi, je suis devenu ensuite bénévole Make Sense, donc j'ai animé la communauté de Lille et d'Amsterdam quand j'étais pendant plusieurs années. Et ensuite, pendant la vie du projet, donc Make Sense, on a retourné vers Make Sense via la Social Cup avec Biodemain. Donc on a fait toute la Social Cup, donc on est allé à la grande battle finale, on a pu pitcher là-bas, on a eu des super rencontres. Aujourd'hui, Make Sense continue à nous accompagner, notamment via le fonds à impact Make Sense. Donc je vous parlais de levée de fonds, on travaille avec eux, et surtout on a accès à leur super accompagnement qui là est à un super niveau. On a accès à beaucoup d'intervenants, de belles mises en relation, tout un coaching qui est super important. Et donc Make Sense, c'est un très bon organisme, très bon réseau pour vous accompagner si vous avez des besoins court terme comme long terme. Et idem pour le réseau Alliance que nous on a rencontré donc au milieu de la vie du projet. Bon après ça fait un an je pense. Du coup avec des super accompagnateurs, beaucoup de conseils, des belles mises en relation et un beau réseau derrière qui permet de faire des super échanges avec des entreprises petites et grandes. Merci beaucoup pour cet éloge. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est, merci d'avoir été présent et d'avoir participé à notre intervention. Et puis, merci Maxime. Et on espère que ça vous a aidé. Hein, ouais, c'est ça. On espère surtout que ça vous a aidé, que ça vous a été utile. Et donc, merci aux autres intervenants et puis à Marie-Charlotte de Réseau Alliance d'avoir coordonné tout ça et de nous avoir invités, de nous avoir permis de vous parler de tout ça.